Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la fratrie après le départ d'un enfant. Alors, je vais procéder différemment des autres fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet enseignement, les guides me l'ont donné, ça fait déjà plusieurs années. Et à l'occasion de cet enseignement, un jeune était venu me parler sous l'autorisation du guide. Ce jeune s'appelle Jonathan. Et il était venu m'expliquer ce que son frère a vécu une fois que lui est parti dans l'au-delà. Donc je vais déjà vous expliquer cette histoire par rapport à Jonathan, pardon. Et puis après, eh bien, comme d'habitude, il y aura des questions et je pourrai y répondre. Alors en fait, Jonathan, c'était un jeune garçon de 15 ans. Et eh bien, justement, lors de cette année de ses 15 ans, on lui a diagnostiqué une maladie incurable. Donc, eh bien, il a commencé, à partir de ce moment-là, à faire des allers-retours dans les hôpitaux pour des opérations, pour des soins. Et Jonathan, il avait un frère. Et ce frère s'appelle Yann, et ce frère avait 12 ans. Donc Yann a commencé, à travers son frère, à vivre cette maladie dans l'angoisse continuelle, en fait, à chaque fois que son frère partait à l'hôpital, eh bien, Yann appréhendait que Jonathan, en fait, ne rentre pas. Suite à cette maladie qui a duré 4 ans, puisque en fait Jonathan est parti 4 ans après l'annonce de sa maladie, donc il avait 19 ans et Yann, quand il est parti, en avait 16. Mais en fait, durant ces 4 années, donc pour Yann, ça a commencé à être un petit peu cauchemardesque parce que il a vu ses parents changer, c'est-à-dire que son père s'est un peu muré dans le silence et sa mère s'est investie 100% pour Jonathan, pour essayer de le sauver, pour essayer de trouver les remèdes ou les hôpitaux les plus compétents. Et donc, eh bien, quand Yann avait un quelconque problème à traverser, sa mère lui répondait « Écoute, toi, tu n'as pas à te plaindre, tu es en bonne santé. » Voilà comment, pour Yann, la descente aux enfers, on va dire, a commencé. Alors effectivement, il y avait aussi cette appréhension qu'il avait par rapport à son frère, de savoir si son frère allait rentrer à chaque fois de l'hôpital ou si on allait lui annoncer son départ. Et puis, un jour, l'irrémédiable est arrivé et Jonathan est parti quelques semaines à l'hôpital. Et effectivement, il est décédé, il est passé de l'autre côté. Alors là, pour Yann, bien sûr, l'enfer a vraiment commencé. Et sa mère s'est totalement transformée. D'abord parce que le couple n'allait plus bien. Il commençait à y avoir des grosses tensions suite à la maladie et puis là, au départ de Jonathan. Donc, la mère, en fait, refusait l'inévitable. Et tellement murée dans sa peine, en fait, Jonathan devenait inaccessible parce qu'elle était beaucoup trop dans la douleur. Donc, Jonathan explique que sa mère, c'était comme une poupée désarticulée qui était dans une peine infinie et qui commençait à faire de Jonathan un héros quelque part, c'est-à-dire à mettre des photos de lui partout dans la maison et à ne parler que de lui. Et Yann commençait à devenir transparent. Parce que c'était évidemment c'était Jonathan qui venait de partir. Et puis peut-être petit à petit, en fait, Yann a commencé à entrer dans le désespoir. Et pourquoi? Parce que en fait, sa mère s'occupait plus de lui. Elle avait plus du tout la tête à ça. Ce qu'on peut comprendre, hein, c'est pas du tout un jugement par rapport à sa maman. Hein. On peut comprendre par rapport à la douleur qu'elle vivait. Et Jonathan explique que lui, il voyait ça depuis l'au-delà et qu'il se rendait compte que si son frère débutait une conversation avec sa mère, si ce n'était pas pour parler de Jonathan, ça ne l'intéressait pas. Donc automatiquement, elle coupait court à la conversation.
Et puis, le père, lui, eh bien, petit à petit, n'a plus envie de rentrer à la maison. Donc, il a rejoint son club de foot et il restait des heures et des heures. Il rentrait de plus en plus tard pour ne pas avoir à appréhender cette situation, cette ambiance qui était en fait que Yann vivait au quotidien dans la maison. Donc le père, lui, avait choisi plutôt de rester tard ailleurs, de façon à rentrer le moins de temps possible au foyer, parce que sa femme, contrairement à lui, ne parlait que de Jonathan tout le temps et ne vivait qu'à travers Jonathan. Ils avaient une grand-mère, Jonathan et Yann, et en fait, Jonathan explique que quand la grand-mère venait, voyant comment sa fille, dans quel état sa fille était, eh bien, elle allait voir Yann en lui disant, tu sais, tu as l'âge maintenant. Donc, il avait quand même que 12 ans quand son frère, enfin 16 ans quand son frère est parti. Et elle lui disait, tu sais, tu as l'âge maintenant, tu es un homme, alors c'est à toi de soutenir ta mère. C'est à toi de la consoler, c'est à toi de surveiller que ta mère aille bien. Oui, mais très bien, Yann le faisait sans problème, mais qui s'occupait de Yann pendant ce temps-là? Qui se souciait du désarroi qui commençait à s'installer chez Yann? Et il y a eu des situations qui ont été encore beaucoup plus difficiles à vivre pour lui, où là, Jonathan explique qu'il a vu son frère s'effondrer en larmes. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait des amis de sa maman qui venaient, et elles parlaient ensemble de Jonathan, pensant que Yann était enfermé dans sa chambre, mais alors que Yann avait la porte ouverte et qu'il entendait. Et la maman disait, vous comprenez, c'est pas pareil. Yann est là, mais c'est pas la même chose, parce que avec Jonathan, il y avait une complicité. Il comprenait tout très vite. Donc, avec lui, ben voilà, on était en osmose totale, et cette osmose, je la retrouve pas avec Yann. Et puis Jonathan, il réussissait tout, et puis il était beau, bel homme, beau garçon. Enfin voilà, elle le mettait sur un piédestal, elle en faisait une idole quelque part, à travers sa peine, ce qui fait que Yann, lui, recevait tout ça à chaque fois comme une gifle, quoi. C'est-à-dire que ça le blessait tellement qu'il s'effondrait en larmes, parce que lui, il disait, voilà, quoi, moi je suis pas à la hauteur quelque part. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir de là, en fait, il a fait un peu comme son père, Yann, il a commencé à sortir. Il a commencé à sortir de plus en plus, jusqu'au jour où il a un copain qui lui a proposé un joint, un premier joint. Donc il a pris le joint. Et puis il en a pris un autre, et puis un autre. Et puis du joint, c'est devenu des drogues plus compliquées, plus dures. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, à l'école, ça a été un désastre. Ses notes ont chuté complètement. Et ce qui fait quoi? Que sa mère en rajoutait était exaspérée par rapport à l'attitude de Yann, en lui disant, tu crois que j'ai pas encore assez de problèmes avec la mort de ton frère, il faut que tu m'en rajoutes en ne travaillant pas. Donc vous voyez, il était pris dans un engrenage où il n'arrivait plus à sortir. Il n'arrivait plus à sortir de ces situations-là. Et en fait, ça a duré quand même pendant pas mal de temps, puisqu'à 25 ans, il n'avait toujours pas retrouvé sa confiance en lui. Et Jonathan explique qu'il a eu vraiment ces 7 ans de descente aux enfers où il n'arrivait pas à dépasser le départ de son frère, puisque sans arrêt, sa mère le faisait revivre dedans, et en parlant toujours comme d'un héros. Donc à chaque fois, Yann se sentait un peu plus inférieur, en fait. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le couple des parents a explosé. Le couple des parents de Jonathan et Yann a explosé. Et le père, il est reparti refaire sa vie. Lui, il a rencontré une autre femme et il a fait sa vie avec cette autre femme. Et il a coupé tout dialogue avec la mère, mais aussi avec Yann. Et en fait, le fait que lui ait refait sa vie ailleurs et qu'il ne s'intéresse plus du tout à Yann, parce qu'il était incapable de dépasser le départ de son fils, en fait. C'était ça, c'était sa douleur, au père aussi. On ne le juge pas non plus. Eh bien, en fait, Yann, lui, a continué à être dans ses excès, parce qu'il se disait, mais en fait, ça aurait été beaucoup mieux si c'était moi qui étais parti. Ma mère aurait eu beaucoup moins de peine, et peut-être que mon père aussi.
Et en fait, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est terminé, c'est que il a rencontré une petite femme qui est tombée amoureuse de lui, et c'est grâce à cette femme qu'il est sorti de ses excès, et en trouvant l'amour avec cette petite femme, ça lui a permis petit à petit de reprendre confiance en lui. Mais Jonathan explique bien que pour Yann, quelque part, il a perdu ses parents à tout jamais, parce que sa mère continuait, quand j'ai reçu le message, continuait à ne parler que de son frère, et le père était absent. En fait, pourquoi les guides voulaient parler du départ de l'enfant et de la fratrie après le départ d'un enfant? Parce que, en fait, le départ d'un enfant, c'est l'épreuve la plus lourde, les guides nous disent, qu'un être humain ait à traverser dans son parcours terrestre. Pourquoi? Parce que déjà par rapport aux parents, c'est inconcevable que les enfants partent avant eux. Voilà. Donc, et par rapport à l'exemple que je viens de donner, il n'est pas du tout question de faire un procès aux parents et de dire oui, les parents s'occupaient pas de Yann ou quoi. Pas du tout, hein. C'est pas du tout ça, parce que en fait, s'ils pouvaient pas s'occuper de Yann, c'était par rapport à la douleur qu'il traversait. Donc c'est pas du tout un procès par rapport aux parents, mais c'est surtout l'important, c'est de prendre conscience de ce que peuvent ressentir les frères et les sœurs quand surgit le départ d'un des leurs, en fait. C'est dans ce sens-là que les guides ont voulu m'expliquer cet enseignement. Voilà. En fait, en plus, les guides nous disent qu'un enfant qui s'en va, c'est très souvent un être qui est quand même déjà avancé comme âme, mais ça, on y reviendra après. Mais surtout, ce qu'ils expliquent, c'est que dans ce laps de temps où l'enfant passe de l'autre côté, entre le moment où il passe et le moment de l'enterrement ou de l'incinération, les parents sont dans un état qui est, les guides nous disent, proche de la folie. Donc, à ce moment-là, il est bien évident qu'ils ne sont pas en état de pouvoir aider qui que ce soit à côté. Ça, c'est clair. Donc, ils ne sombrent pas, bien souvent, parce que justement, le guide est là tout de suite pour les porter, et aussi également cet être qui vient de passer, leur enfant, qui est une très vieille âme, donc qui retrouve tout de suite la lumière et qui peut aider à supporter la douleur et à ce que justement il ne sombre pas dans la folie. Alors oui, justement, c'est ce dont on parlait à l'instant, hein. Oui, il peut aider parce que c'est bien souvent une âme très élevée, donc qui reprend tout de suite ses énergies de lumière et qui peut permettre, avec le guide bien sûr, avec les deux guides, le guide des deux parents, qui peut permettre d'envoyer de l'énergie aux parents. En fait, les guides vont soutenir et garder la tête hors de l'eau des parents, et l'enfant qui vient de partir va envoyer de l'énergie. Et pourquoi? Parce que là, les parents sont dans un danger qui est omniprésent. Et pourquoi dans ce danger omniprésent? Tout simplement parce que, par exemple, si l'enfant a été assassiné, admettons, eh bien, les parents vont vouloir se venger. Bien souvent, la réaction première, c'est de dire, s'ils savent qui a tué, on va aller le tuer, on va venger notre enfant. Vous voyez, donc là, les guides doivent intervenir, mais à tout instant, à tout moment. Il y a aussi, alors soit les parents qui veulent se venger, soit les parents, un des deux, qui veut mettre fin à ses jours pour aller retrouver l'enfant. Tout ça, ça se passe vraiment dans le laps de temps là, entre principalement, parce que ça peut être aussi après l'enterrement ou l'incinération, mais les guides nous disent c'est principalement dans ce moment-là, où en fait les parents ne se contrôlent plus, n'arrivent plus à gérer leurs émotions, et partent dans un émotionnel tellement fort
en fait, qui est complètement démesuré et qui risque de leur faire n'importe quoi. C'est pour ça que les guides sont omniprésents auprès d'eux, les soutiennent, les aident, pour que leur peine ne se traduise pas par un acte ou de suicide ou de vengeance qui en rajouterait encore et qui ne serait aucune solution. Donc, l'enfant peut, là aussi, envoyer l'énergie pour que les parents arrivent à supporter le mieux possible cette épreuve qui leur est envoyée. Il est évident que les frères et sœurs, ils souffrent aussi. Hein. Bien sûr qu'ils souffrent. Hein. En fait, les guides nous disent que le problème de l'être humain, c'est qu'il veut toujours quantifier la souffrance au moment du deuil et y mettre des degrés. Et les guides nous disent, mais il n'y a pas de degré de souffrance. C'est-à-dire que bien souvent, l'être humain dit, bon, avant tout, c'est les parents qui souffrent. Après, les grands-parents qui souffrent, et puis les frères et sœurs derrière. Et les guides nous disent, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de degré de souffrance. Et chaque être humain vit sa souffrance qui peut être totalement une façon de la vivre totalement différente de l'autre. Mais en tout cas, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance et il n'y a pas de degré dans la souffrance. Ce qu'il faut comprendre, les guides nous disent, c'est que les parents, ils vivent un deuil, celui de leur enfant. Les frères et sœurs, ils en vivent 3. Ils vivent 3 deuils au moment du départ de leur frère ou de leur sœur. Pourquoi 3 deuils? Le premier deuil, c'est qu'en fait, bien souvent, ils sont jeunes, soit petits, avant 10 ans, ou dans l'adolescence, ou en fin d'adolescence. Et en fait, là, eh bien, ils vont devoir prendre conscience, parce que le savoir, c'est une chose, mais le vivre, c'en est une autre. Eh bien, ils vont devoir prendre conscience qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils aiment un être plus que tout à côté d'eux, parce que même s'ils se bagarrent avec le frère et la sœur, c'est pas pour autant qu'ils s'aiment pas. Eh bien, cet être-là, même s'ils l'aiment, eh bien, ils prennent conscience que la mort, donc ce qu'on appelle la mort, le passage, peut arriver à n'importe quel moment et leur enlever l'être qu'ils aiment. Donc ça, c'est un premier deuil, parce que bien souvent, ils ont vécu dans l'insouciance, et heureusement, de leur jeunesse, et n'ont pas réalisé ça, qu'en fait, cette mort pouvait venir faucher un être. Alors oui, ils ont pu le penser par rapport aux grands-parents, par exemple, mais pas par rapport aux jeunes qui sont à côté d'eux. Donc là, c'est ce premier deuil qui est à faire, et qui est très important. Le deuxième deuil, c'est que les parents ne seront plus jamais les mêmes. Et ça, les guides insistent là-dessus en nous disant, il est évident que les parents vont se transformer suite au départ d'un enfant, même s'ils restent dans un amour total avec les autres enfants qui sont encore là, mais ils ne seront plus jamais les mêmes. Donc, deuxième deuil. Et puis le troisième, le plus important, le plus difficile pour le frère et la sœur, eh bien, c'est le départ justement de ce frère ou cette sœur qui, d'un seul coup, eh bien, c'est l'absence. C'est-à-dire qui commence à prendre conscience de cette absence, de cet être qui ne sera plus jamais avec eux, de ce frère ou de sa sœur qu'ils aimaient ou avec qui ils se disputaient souvent, mais où il y avait quand même de l'amour et qui ne sera plus là. Et donc là commence ce travail du deuil. Le deuil, c'est quoi? Le deuil, en fait, c'est pas de dire je vais passer à autre chose ou il est temps de passer à autre chose comme on attend et les guides comme on entend souvent. Et les guides nous disent mais enfin c'est invraisemblable. On passe pas à autre chose quand on aime quelqu'un qui vient de s'en aller. Non, le deuil, c'est l'acceptation. C'est accepter. Donc il faut que le frère ou la sœur ou la fratrie accepte de savoir que leur frère ou leur sœur est là à côté, qu'il continue à vivre à côté, mais qu'il ne peut plus les voir. Donc c'est l'acceptation. Voilà ce que c'est que de faire le deuil. Accepter que l'autre continue à vivre sans qu'on le voie ou qu'on l'entende. Et donc les guides nous disent que dans cette période-là, eh bien, quelles sont les personnes qui peuvent être les plus appropriées pour soutenir les frères et sœurs? Certainement pas les parents, parce qu'eux, il faut déjà qu'ils arrivent à garder le cap, mais ça peut être les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis,
Mais en tout cas, les guides nous disent, quand il se passe un départ d'enfant, il faut tout de suite penser à la fratrie et qu'il y ait des êtres, des personnes autour qui tout de suite soient là pour les entourer, qu'ils ne se sentent pas partir, être tout seuls et qu'on ne s'occupe pas d'eux en fait et ne pas savoir comment gérer. Alors en fait, pour le couple, on a déjà vu un petit peu un aperçu avec le cas de Jonathan, des parents de Jonathan tout à l'heure. Mais en fait, les guides nous disent que très souvent, les couples, alors c'est l'un ou l'autre, où vraiment le départ de l'enfant va ressouder extrêmement le couple et où ils vont faire front à la douleur ensemble. Et donc là, c'est fantastique parce que la fratrie, ça sera beaucoup plus simple. Malheureusement, c'est pas souvent le cas. Et les guides nous disent que souvent, le couple va se déchirer parce qu'ils ne vont pas vivre le deuil de la même façon. Pourquoi ils ne le vivent pas de la même façon? Parce qu'ils nous disent que très souvent, l'homme va plutôt se renfermer, ne pas arriver à en parler, se murer dans le silence et essayer de continuer une vie. Voilà, de continuer une vie, pas de faire semblant, mais d'essayer de se remettre dans la vie. Alors que bien souvent la maman, elle va avoir besoin d'en parler, d'être tout le temps dans le souvenir de cet enfant. Et en fait, à un moment donné, c'est trop dur et les parents n'arrivent plus à se comprendre. Donc ils finissent par se séparer. Il y a déchirement. Qui dit déchirement dit évidemment que la fratrie, là aussi, va mal le vivre, va vivre ce déchirement et ça sera aussi un deuil supplémentaire, la séparation des parents. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se passe au moment des départs d'enfants. Et ça, j'ai pu le constater par rapport aux personnes qui sont venues me consulter depuis le nombre d'années où je consulte. J'ai souvent eu ces réflexions de parents, c'est-à-dire qu'ils me disent non seulement on a à subir, à supporter le départ de notre enfant, mais en plus, on a nos amis qui nous écartent, nos amis qui s'éloignent. Et j'ai très très souvent eu ce genre de réflexion où les parents me disaient on a l'impression de devenir contagieux. On ne nous invite plus, surtout si nous avons des amis qui ont des enfants aussi. Alors là, on ne nous invite plus du tout, comme si on ne pouvait pas supporter de voir des enfants ailleurs, chez nos amis. Mais ils nous disent, mais on sait qu'ils sont là. Et c'est pas parce qu'on a perdu le nôtre qu'on ne va plus voir les enfants à côté. Mais ils nous disent en tout cas, c'est un fait certain qu'après le départ d'un enfant, les amis qui ont des enfants eux-mêmes s'éloignent de nous, et comme s'ils étaient gênés un petit peu de nous montrer le bonheur qu'ils ont, alors que nous n'avons plus notre enfant. Et ils nous disent ça, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça en rajoute. Parce que justement, on aurait besoin d'être entouré encore plus par nos amis, et même si les enfants sont là, au contraire, quoi. C'est la jeunesse, c'est la vie qui continue, et ça nous ferait beaucoup plus de bien qu'au contraire, ce silence, cet éloignement, cette gêne qui intervient au moment du départ de l'enfant. Il est évident que la fratrie va pas bien réagir face à tant de douleur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que bien souvent, les enfants vont commencer à culpabiliser. C'est-à-dire à commencer à se poser la question, mais si c'était moi qui étais partie, ça aurait peut-être été mieux. Il aurait peut-être mieux valu que ce soit moi qui parte. Parce que peut-être que ma mère ou mon père auraient eu moins de peine si ça avait été moi. Et pourquoi ils réagissent comme ça la plupart du temps? Parce qu'inconsciemment, souvent la maman, il faut dire que c'est plus souvent la maman que le père, va commencer à idéaliser l'enfant et à le mettre sur un piédestal, à le montrer parfait, à ne plus voir que les qualités. Or, il ne faut pas oublier que les guides nous disent que quand on est dans l'amour par rapport à un être sur Terre, quel que soit l'amour, que ce soit l'amour d'un homme et d'une femme, que ce soit l'amour charnel de deux êtres, que ce soit l'amour avec un enfant, que ce soit l'amour amitié, une amitié,
ils nous disent, si vous êtes vraiment dans l'amour, vous voyez les défauts des autres. Enfin, le défaut de celui qui est en face de vous. Donc, ils nous disent, quand un être s'en part de l'autre côté, il ne faut pas l'idéaliser. Vous continuez à lui faire plaisir puisqu'il vous entend si vous parlez aussi de ses défauts, si vous en riez, si vous plaisantez par rapport aux défauts qu'il a pu avoir. Donc, idéaliser un être, le rendre parfait, le mettre sur un piédestal, ce n'est plus lui vraiment. Ce n'est plus l'être vraiment tel qu'il était. Mais par la douleur, très souvent, la maman va avoir tendance à idéaliser l'enfant qui vient de partir, et donc la fratrie va commencer à se dire, c'est parce que il avait l'air tellement parfait, nous on n'y est pas. Donc peut-être que si c'était nous qui étions partis, ça serait moins difficile. Et qu'est-ce qui va se passer là? C'est comme l'enfant va culpabiliser, la fratrie va culpabiliser, elle va se murer dans le silence. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a presque 30 ans maintenant, d'une maman qui est venue me consulter et qui était maman de 5 enfants. Et il y en a un qui venait de partir, qui était parti de façon très difficile, puisque c'était un assassinat. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très lourd pour une maman à supporter. Tous les départs, mais un assassinat, c'est quand même aussi très très lourd, parce qu'il y a les procès, il y a tout qui va avec. Et en fait, elle vient me consulter pour avoir un message de son fils. Effectivement, le fils vient, et le fils dit à cette mère, « Il faut que tu arrêtes de me pleurer, il faut que tu... Moi, je suis heureux, moi, je n'ai plus besoin de rien, parce que là où je suis bien, mais par contre, tu ne t'occupes plus du tout de mes frères et sœurs, tellement tu es dans la douleur, et eux souffrent. Occupe-toi d'eux, ne t'occupe pas de moi. » Le contact s'arrête comme ça, avec des messages d'amour qu'il donne à sa mère. Et là, j'ai cette femme qui rentre dans une colère après moi, épouvantable, en me disant « Ce n'est pas possible que mon fils vous ait dit ça. Ce n'est pas possible que mon fils me demande de ne pas m'occuper de lui, mais de m'occuper de ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs, eux, ils sont sur Terre, eux, ils vivent, plus lui. Et puis lui, il a été assassiné, et je veux absolument retrouver qui a fait ça, et je n'arrêterai pas tant que je ne saurai pas, je prendrai tous les avocats. » Enfin, cette femme était dans une colère, mais une colère due à la douleur intense encore du départ de son fils, ça s'était passé 1 an et demi avant. Donc elle est partie dans cet état-là. C'est toujours pour le médium, même si on sait que c'est la douleur qui fait parler comme ça, c'est toujours dur de se dire qu'en fait on n'a pas pu faire passer le message de l'être, que la personne en face ne l'a pas entendu comme il avait été donné. Mais après, on ne peut rien faire. Hein. Et pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que ça a été magnifique. Parce que la maman, elle est restée dans cet état-là encore plusieurs mois. Et peut-être 6 ou 7 mois plus tard, elle m'a appelé un jour en me disant « Est-ce que vous vous rappelez d'une femme qui est venue vous consulter et qui a été extrêmement désagréable avec vous en étant dans une telle colère par rapport au message que vous aviez donné de mon fils et que je n'acceptais pas ?» Je dois dire que j'ai pas beaucoup de mamans qui réagissent aussi mal, donc je me souvenais très bien d'elle. Et je lui dis « Oui, je me souviens de vous. » Et elle me dit « Écoutez, je pense que c'était la moindre des choses que je vous appelle, parce que mon fils est venu me voir en songe, une nuit, donc il y avait très peu de jours avant, et en fait, il m'a redit les mêmes paroles que celles qu'il avait données à travers vous. Et là, j'ai compris, parce que comme je l'ai vu et qu'il m'a parlé dans le songe, j'ai compris qu'en fait, il avait déjà essayé de me parler à travers vous et que j'avais été incapable de l'écouter. Et elle m'a dit, effectivement, il m'a redit que je délaissais complètement ses frères et sœurs sous prétexte qu'eux avaient la chance d'être sur Terre. Et là, il est venu m'expliquer qu'en fait, c'est lui qui maintenant était dans sa vraie vie et que c'était eux qui avaient besoin d'aide. Et elle m'a dit, je voulais simplement m'excuser auprès de vous et vous dire que maintenant, je vais vraiment m'occuper des frères et sœurs. Alors, en conclusion,
Encore redire que de toute façon, il n'y a aucun jugement dans cet enseignement, que ce n'est pas une question de juger le comportement des parents, puisque les guides savent très bien que c'est une douleur qui est énorme. Mais c'est surtout de dire que voilà, il faut comprendre que l'être qui est parti, alors oui, la douleur est immense, mais l'être est dans sa vraie vie, qu'il n'y a plus de souffrance pour lui, ni morale, ni physique, quel que soit son départ, c'est-à-dire que même s'il a été assassiné, il n'est plus dans cette douleur. S'il s'est suicidé, il a accès à la lumière comme n'importe quelle autre âme. Donc, important déjà de lui parler, de lui dire « j'espère que tu vas bien, vas-y, va vers la lumière, ne te soucie pas de nous », déjà, indispensable. Et puis, d'essayer que les êtres, les amis, la famille, les oncles, les tantes qui sont autour, tout de suite entourent la fratrie, de façon à ce qu'elles sentent l'amour qui reste là et qu'elles aussi, elles arrivent tant bien que mal à dépasser ce deuil de cet enfant qui vient de partir. Voilà. Merci, à bientôt.